Cédric Decoeur. On vit au rythme de ces marchés qui ont, Grégory Volokin nous le rappelait à l'instant, depuis les bureaux de Mescart Financial Services, vécu au rythme de la Banque centrale américaine ces dernières semaines, en attendant les éclaircissements qu'on espérait du côté de Janet Yellen. Et les flux peut-être sont un des critères à regarder pour mieux interpréter ces marchés et l'appétit des investisseurs. Pour en parler, Jean-François Bay est avec nous. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Pour Morningstar France, qu'est-ce qui nous dit justement ces flux qui sont finalement rien d'autre que les choix des investisseurs d'aller se positionner sur telle ou telle zone? Oui, tout à fait. C'est intéressant de regarder ce que font les investisseurs, où se positionne la demande. Ça vous a pas échappé depuis le début de l'année. Ils sont pas très acheteurs d'actions et d'actions européennes en particulier. C'est plutôt moins. Alors même qu'on avait pronostiqué en fin d'année dernière que ça allait être l'année des actions européennes. Exactement. C'était le thème majeur, le consensus en début d'année. Et puis en fait, on a plutôt subi ce qui s'est passé fin 2015. On se disait ça va être catastrophique pour le marché américain, pour les marchés chinois. Enfin, on avait énormément de raisons, la hausse des taux de la Fed, etc. Donc c'était vite, sortons des actions internationales et rentrons dans les actions européennes, source d'opportunités, enfin avec la BCE derrière pour soutenir les marchés en cas de coup dur. Et puis en fait, les investisseurs ont plutôt fait l'inverse, ils sont plutôt sortis des actions européennes, les investisseurs aussi internationaux. À fin juillet, c'était moins 54 milliards de sorties sur les actions européennes, on n'avait pas vu ça depuis l'été 2011 et l'été 2012, et on était sur un rythme donc de l'ordre de 10 milliards encore en juillet de décollecte rien que sur les actions européennes. Donc on voit que les investisseurs étaient plutôt prudents. Et quand on regarde ce qui se passe en estimé jour après jour sur le mois d'août est un peu dans la même veine, c'est-à-dire que c'est encore de la décollecte sur le mois d'août sur les actions européennes. Alors vous allez me dire moins fort que ce qu'on a connu depuis le début de l'année. C'est une décollecte de l'ordre de moins 3 milliards. Ça a tendance un petit peu à se ralentir. Et donc on voit tout de suite le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On dit mais qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée? Les plus pessimistes vont vous sortir la liste des grands risques en disant mais voilà, on vous l'avait bien dit, l'Europe est rentrée dans une phase un peu de scénario à la japonaise et donc on va pas s'en sortir. Il faut surtout vite sortir des actions européennes. De l'autre côté, on a la Fed également. Voilà. Et de l'autre côté, on a aussi les optimistes qui vont utiliser ces chiffres pour justement justifier leur scénario en disant on a une réserve de réorientation de l'épargne énorme, ils sont sortis, mais ces flux vont à la rentrée soutenir les marchés et si ça revient, on pourra justement s'en servir de support. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en est réduit à ce phénomène de balancier et on doit se dire la calmie qu'on a quand même réussi à dessiner, parce qu'on rappelle que l'an dernier, quasiment à la même période, c'était le lundi noir de la bourse de Shanghai, c'était toutes ces questions sur la Chine. On a cette période d'accalmie qui va se poursuivre ? Oui, c'est-à-dire que là, pendant l'été, on a une sorte de mise entre parenthèses, une accalmie, on pourrait appeler l'œil du cyclone pour ceux qui sont plutôt pessimistes. C'est-à-dire que les marchés se calment, il n'y a pas trop de nouvelles ou de mauvaises nouvelles cet été. On a des investisseurs internationaux qui sont un peu revenus sur les actions européennes. Il faut dire que les marchés, quand on regarde les volumes, ça s'est fait dans des très 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 faibles volumes. Donc un retour autour des 4400 points, des niveaux de valorisation en Europe qui sont de l'ordre de 14 fois les bénéfices et 17 fois aux États-Unis, donc pour les marchés qui sont plutôt bien valorisés. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles du côté microéconomique et on attend justement cette rentrée. Là, on va avoir beaucoup de nouvelles macroéconomiques conjoncturelles. Donc finalement, une hausse qui s'est plutôt faite sur les autres marchés que sur les marchés européens. D'accord. C'est-à-dire que le rebond sur les marchés émergents, le rebond sur les marchés américains ont été assez importants. D'ailleurs, quand vous regardez la collecte, si on revient sur les flux, les investisseurs sont sortis des actions européennes, on le disait, ils ont plutôt eu tendance à collecter et à investir sur les autres marchés internationaux. Donc vous voyez le contre-pied total par rapport à ce qui était anticipé en début d'année, actions américaines, actions émergentes. Et l'autre élément aussi, quand on regarde la granularité de ce qui s'est passé cet été, c'est plutôt difficile sur les bancaires et les financières, c'est-à-dire que ce mouvement de hausse s'est fait, mais c'est fait de manière pas forcément proportionnée. On a des marchés européens qui sont très très... Et là aussi, on va à l'inverse de ce qu'on disait, c'est que il y avait presque la maxime qui était le marché ne pourra pas monter sans les bancaires. Exactement. Ah si. Il a monté sans les bancaires, les pétrolières, les valeurs luxe, les télécoms, mais plutôt, j'allais dire tout sauf les bancaires et les financières. Alors, du coup, quand on a ce panorama, on se dit
Qu'est-ce qui peut se passer à la rentrée, soit pour entraîner encore plus la baisse, nous rattraper et entraîner des marchés à la baisse, puisque le CAC est à peu près à moins 5% depuis le début de l'année, ou au contraire les optimistes qui vont dire mais qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un second souffle et permettre justement une hausse un peu structurelle. Pardon ? Vous choisissez quel camp ? Alors nous on est plutôt dans une phase de hausse, c'est-à-dire qu'on considère que l'accalmie va plutôt se poursuivre. On a un discours un petit peu différent dans le sens où on considère que il faut diversifier internationalement les portefeuilles. On l'a déjà répété à cette antenne plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être monomaniaque Europe, puisque quand vous êtes monomaniaque Europe, vous êtes systématiquement bancaire Europe, puisque les indices sont très très fortement surpondérés sur les banques. Pourtant, il y a quand même pas mal de risques qui planent encore sur les marchés. Déjà, si on regarde notre cas européen, et on peut même aller jusqu'aux États-Unis, il y a quand même le risque politique déjà. Exactement. Donc l'accalmie pour l'instant qu'on avait évoqué cet été va se poursuivre jusqu'aux nuages politiques qui vont se présenter à l'automne. Nuages politiques, référendum en Italie, élection présidentielle en Autriche, en ligne de mire les élections en France et en Allemagne qui vont nous occuper en fin d'année, et puis vous le savez, le 8 novembre avec les élections américaines. Donc ce risque politique, cette épée de Damoclès, très clairement, s'il y a un référendum en Italie qui vote non et qui oblige en fait Matteo Renzi à quitter le pouvoir, ça veut dire une montée en puissance des partis populistes type 5 étoiles et potentiellement on a tous en tête une sortie de l'Italie, un genre d'Italexit, un peu comme on a eu le Brexit. Vous avez pas remarqué ce matin une hausse des taux, des spreads avec l'Italie. L'Italie à 1,17, donc une légère tension sur les taux italiens, et sur le Portugal on est repassé autour des 3%. Donc la rentrée en liaison avec le Brexit, quid de l'Europe et quid du risque politique. Le deuxième grand risque qu'on attend le 8 septembre, c'est la BCE. C'est-à-dire qu'on a des banques centrales qui ont sauvé le monde, la Fed en tête, la Banque centrale chinoise, mais aussi la BCE qui a pris le pli en 2012. Et puis là, on arrive un petit peu à la fin de l'exercice. On se dit la BCE n'a plus vraiment de cartouche dans son fusil. Elle a amené les taux en négatif, elle a fait du quantitative easing. Elle peut peut-être acheter des actions comme la banque japonaise, mais ça sera à peu près tout. Ça sera à peu près tout, ou ça sera peut-être interprété négativement. Donc aujourd'hui, la BCE va être un petit peu en wait and see. Et donc quid en fait des marchés financiers sans ce soutien extraordinaire que représente la Banque centrale avec des taux négatifs qui pèsent. D'autant qu'il n'y a pas, entre guillemets, de vrai soutien de poids de la part des entreprises. Enfin, d'accord, toutes les news micro de l'été n'ont pas été mauvaises, mais c'est pas une locomotive de nature à tirer le marché. Non, il n'y a pas de news flow, vous avez tout à fait raison sur l'Europe. Alors d'un point de vue macroéconomique, c'est plutôt négatif. Si vous posez la question aujourd'hui aux gérants internationaux, ils voient l'Europe comme une zone d'inquiétude, les migrants, ça ressemble de près ou de loin un peu au Liban, quoi. On se dit voilà, il y a une montée en puissance des populismes, des nationalismes, les migrants qui arrivent, le terrorisme. Donc c'est plutôt une zone de non-investissement, là encore, pour les investisseurs internationaux. C'est vrai aussi du côté microéconomique. Je parlais du macro. On a eu des améliorations de bénéfices et une croissance des bénéfices qui est passée de 6% à 9%. Il y a eu quelques bonnes nouvelles, donc c'était meilleur qu'attendu. Mais le plus important pour les gérants, c'est aussi le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la top line plus que le bottom line. Et là, l'activité est au ralenti, c'est-à-dire que les derniers chiffres macroéconomiques et les derniers chiffres des entreprises montrent que le chiffre d'affaires a tendance à stagner. Les chiffres d'affaires en France notamment, et les indicateurs économiques français aussi. Vous reprenez les dernières statistiques de la semaine dernière qui illustrent en fait cette stagnation, j'allais dire. Il n'y a pas vraiment de croissance. Alors même qu'en début d'année, on parlait des flèches, des 3 flèches, baisse de l'euro, baisse du pétrole, baisse des taux d'intérêt. Alignement des planètes. On va forcément avoir une bouffée d'oxygène pour les sociétés européennes. Ça manque un petit peu de croissance. Alors c'est pas négatif, mais c'est pas à la hauteur des enjeux. Donc là encore, on attend du soutien du côté microéconomique.
aussi du côté financier, parce qu'un des secteurs importants de l'Europe, c'est les banques. Les banques dans un environnement de taux négatif. Alors pour caricaturer, c'est banques italiennes, assureurs allemands, en gros, hein, le duo fatidique. Je renvoie d'ailleurs aux élections italiennes à l'aspect politique, c'est très important. Cet aspect politique, c'est l'aspect banque centrale qui a par ricochet des effets sur les banques. Et le dernier nuage qui peut aussi être perçu comme une opportunité, c'est le nuage chinois. Pour l'instant, ça tient. Oui, pour le moment, on l'a évacué. Pour l'instant, tout va bien. Ils ont mis en place des relances par le crédit, mais le taux d'endettement chinois est très élevé. Le FMI a tiré la sonnette d'alarme. Donc ça nous fait une rentrée qui, pour l'instant, est sous couvert un peu d'une accalmie, comme on le disait, mais qui va devoir gérer ces 5 obstacles politiques, banque centrale, résultats des entreprises, les financières et le nuage international ou le nuage chinois. 5 nuages, m'avait écrit Jean-François qui voulait faire le Alain Gillot-Pétré des marchés. Exactement, les 5 nuages ou les 5 obstacles à gérer. Merci beaucoup Jean-François. Merci. Pour Morningstar.